D'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement d'être présent malgré l'heure tardive et surtout pour un sujet aussi ardu et peu bling-bling, comme on dit actuellement. Mais j'espère que je vais vous donner tout l'intérêt que cela peut avoir. Donc voilà, la première diapositive, c'est quand l'archéologie décrypte le climat, c'est surtout l'apport de l'archéologie environnementale à la connaissance des relations homme-environnement-climat. Et la première photographie que vous voyez, c'est un petit peu anecdotique, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est une photo qui a été prise en 1984 à la frontière pakistano-afghane près de Quetta, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Et en 1984, voilà l'état de l'environnement. Et dites-vous bien que 4 ans avant, en 1969, c'était une forêt. Et donc c'est le passage des réfugiés au moment de la guerre entre russo-afghane qui a produit en moins de 5 ans une déforestation telle qu'elle est là. Et vous voyez comme ça peut être très très rapide et on croirait vraiment que c'est une steppe tout à fait normale. Mais en fait, c'est pas du tout ça que j'étais venue vous parler. C'était de notre intérêt pour le climat et son histoire est liée à des préoccupations actuelles concernant le réchauffement climatique, conséquence des émissions de gaz à effet de serre émis par l'homme. Ce soir, nous nous intéresserons au climat du passé, dans la mesure où notre connaissance de leur évolution, des grands changements climatiques et leurs conséquences sur les sociétés humaines peut nous aider à décrypter notre futur. Alors l'une des évolutions majeures de l'histoire de l'environnement au cours des 30 dernières années tient dans la mise au point, le développement et l'implication de ce qu'on appelle les études environnementales par les approches de l'archéologie. Depuis le développement de l'archéologie préventive en particulier, les études de l'environnement se situent dans la longue durée, à travers le temps, et par l'investigation de tracés linéaires, tels qu'on vous en a sans doute déjà parlé, tels que les routes, les tracés TGV, les canaux, etc., et la multiplication des analyses, les disciplines environnementales ont permis de faire un bond très important dans, premièrement, la connaissance de l'évolution des climats depuis la préhistoire. J'emploie des termes que je vous expliquerai tout à l'heure, qui sont par exemple le Pléistocène et l'Holocène, jusqu'à l'époque actuelle, à différents pas de temps, c'est-à-dire à différentes échelles de temps. Deuxièmement, dans la compréhension de la part respective du déterminisme climatique et de l'impact des sociétés sur l'évolution des paysages et de l'environnement. Grâce aux acquis réalisés ces dernières années, l'archéologie environnementale joue aujourd'hui un rôle important dans l'interprétation des climats actuels, la prédiction des environnements du futur. Par la somme de données qu'elle apporte, l'archéologie environnementale nous permet d'accéder au changement climatique, à l'évolution de l'environnement terrestre et aux crises environnementales du passé, tout en étudiant les réponses apportées par les sociétés et le degré de ce qu'on appelle le degré de résilience de ces sociétés. Dans cet exposé, nous verrons brièvement les différentes disciplines de l'archéologie environnementale. Je vous proposerai un rapide panorama de l'environnement des premiers hommes, donc on ira dans la préhistoire un petit peu ancienne, et enfin je vous exposerai quelques exemples de ce qu'on appelle la coévolution société-climat. Alors je vais commencer par les disciplines de l'archéologie environnementale. Quelles sont-elles? Ces disciplines qui nous permettent de connaître donc les climats du passé. Depuis 15 millénaires, l'environnement de l'homme a profondément changé. Les milieux, les paysages, les écosystèmes dans lesquels les sociétés humaines ont évolué nous sont aujourd'hui plus précisément connus. Les différentes disciplines qui permettent cette approche sont pour la plupart issues des sciences de la Terre ou des sciences de la vie. Elles concernent directement 3 grands domaines. Premièrement, la géoarchéologie, l'archéozoologie et l'archéobotanique. Archéologue et spécialiste des sciences de la Terre, le géoarchéologue étudie, décrypte, restitue le milieu physique,
les formes du paysage, l'évolution des sols, mais aussi la place de l'homme dans le milieu que cet homme a façonné. La géologie, et cela depuis notamment le néolithique, c'est-à-dire le début aussi de l'agriculture. La géologie appliquée à l'archéologie est à l'origine une pratique des préhistoriens, de géologues et de géographes quaternaristes, dont l'orientation est restée pendant plusieurs décennies principalement centrée sur la constitution du cadre chronostratigraphique et climatique de l'ère quaternaire. Dans les années 70, cette discipline s'est ouverte à la relation homme-milieu, à ce qu'on appelle de nos jours le territoire anthropisé, à l'archéologie du paysage, sous l'impulsion conjuguée de deux influences qui sont d'une part la New Geography, puis de la New Archaeology. Depuis le début des années 80, la discipline considère également les processus de formation-destruction des sites, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon un petit peu la taphonomie, ainsi que les sédimentations anthropiques constituées par les activités humaines. La géoarchéologie mêle des approches issues de disciplines aussi diverses comme ce qu'on appelle la géomorphologie, qui décrit les reliefs, interprète leur formation et leur évolution sous l'effet de la tectonique et de l'érosion, mais aussi la sédimentologie, qui étudie les processus des roches sédimentaires, la stratigraphie, qui évalue la succession des différents dépôts sédimentaires dans le temps, comme vous pouvez aussi voir sur cette diapositive, la géochronologie, qui a pour but de dater les roches et les différents événements de l'histoire de la Terre, et la pédologie, qui se penche sur la formation des sols. Nous avons aussi un outil qui s'appelle la micromorphologie. Elle permet l'étude de l'organisation des sédiments. Comment fait-on? On prélève dans la coupe stratigraphique directement un bloc de sédiments non perturbés. Il est ensuite imprégné dans de la résine transparente et découpé en lames minces. Observé en microscopie, il révèle alors la composition et la structure intime du sol, qui constitue un très bon indicateur des conditions climatiques sous lesquelles le sol a été formé. Ainsi, pour vous illustrer ça, voici un relevé de la coupe du site de l'Allo dans la Drôme, réalisé par Jean-François Berger et Cécile Young à l'occasion des fouilles du TGV Méditerranée sur lesquelles nous reviendrons, qui montre qu'à une période située entre 5400 et 5150 avant notre ère, une longue phase de dérèglement hydrologique associée à une période de refroidissement climatique ont eu pour conséquence, comme vous le voyez, c'est encore marqué, des épisodes de crues extrêmement importants. Cela vous montre déjà combien, dans le passé, le climat a fortement varié pendant des durées diverses. L'archéozoologie. L'archéozoologue, dont le but est de comprendre les relations de l'homme avec le monde animal au cours du temps, s'intéresse aux multiples témoins animaux, qu'ils soient macro ou microscopiques, retrouvés dans les niveaux archéologiques sous les formes les plus diverses, que ce soit des os, des dents, des bois, des coquilles de mollusques ou d'œufs, des arêtes de poissons, des poils, des insectes, des parasites, tout ce que vous voulez. L'analyse métrique des ossements permet de reconstituer la morphologie, la taille, le poids des animaux. La détermination de l'âge d'abattage et du sexe apporte des informations très importantes sur les saisons d'occupation des sites archéologiques et la fonction du troupeau. A-t-il été élevé pour la viande? A-t-il été élevé pour le lait, pour la laine, pour la traction? L'archéozoologie permet d'accéder aux activités d'élevage, de chasse, de pêche, et donc à une part primordiale de l'alimentation humaine et de son évolution au cours du temps, mais aussi, grâce à l'écologie des espèces, au climat. L'analyse des coquilles de mollusques terrestres ou aquatiques, qu'on appelle dans notre jargon la malacologie, tient une place importante dans l'étude des restes de faune, car les escargots,
ont des exigences écologiques extrêmement précises, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas n'importe quel escargot à n'importe quel endroit. La malacologie permet ainsi de reconstituer clairement, en un lieu donné, les fluctuations climatiques et les transformations du paysage. L'archéobotaniste étudie tous les restes végétaux. L'archéobotanique, c'est l'étude de la relation entre l'homme et le monde végétal par l'analyse des restes végétaux provenant des sites archéologiques. Elle complète en cela la paléobotanique, qui étudie l'histoire des flores et des végétations par l'analyse des restes fossiles provenant de contextes naturels. Pour cela, 4 disciplines sont plus particulièrement mises à contribution. La plus connue, c'est certainement la palynologie. Le pollen, je vous rappelle qu'il est l'élément mâle de la reproduction des plantes à fleurs, se conserve très bien car il est dans le sol protégé par une enveloppe qui s'appelle l'exine, E-X-I-N-E, je le sais parce que c'est très pratique au Scrabble, qui présente des formes, des tailles, des ornements variés, chacun caractérisant une espèce, un genre ou une famille. L'identification au microscope des pollens conservés dans les sédiments permet de suivre l'évolution des formations végétales au cours des âges. On aboutit à ce qu'on appelle un diagramme palynologique, qui reconstitue les dynamiques de végétation et les climats sur parfois de très longues périodes de temps. Vous ne voyez sans doute pas, mais celui-là commence à 24 000 ans et se termine au-delà de 8 000 ans avant notre ère. Les charbons de bois sont retrouvés en extrêmement grande quantité dans les gisements archéologiques. Combustible domestique, il résulte du fonctionnement des foyers pour la cuisson des aliments, pour la chaleur, pour la lumière. Combustibles artisanaux, ils proviennent de fours utilisés pour la transformation des métaux, la cuisson de la céramique ou bien de charbonnières. Ils témoignent aussi d'éléments de construction incendiés. Leur observation en microscopie ou en trachologie permet l'identification de chacune des espèces ligneuses employées. Comme vous voyez sur la diapositive, les plans transversaux des charbons de bois, ce sont des charbons de bois archéologiques qui, ici, en photographie, ont généralement plus de 5 millénaires. Vous reconnaissez très bien le frêne, le peuplier, vous voyez que les structures ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez un chêne vert et là, un chêne à feuillage caduc. L'étude du diagramme anthracologique, pour cette fois-ci, donne un accès direct à l'évolution des couverts forestiers sous influence climatique d'une part ou à leur gestion par l'homme. Peut-être un peu moins connue, l'analyse des phytolithes. Les phytolithes sont des éléments siliceux produits par les végétaux et leur analyse se développe en France depuis quelques années seulement. Ces phytolithes se déposent dans les sols lors de la décomposition ou de l'incinération de la plante. Leur étude apporte des informations multiples sur les reconstitutions paléoclimatiques et les pratiques agricoles par la mise en évidence de greniers à céréales, d'aires de battage comme ici, ou des champs anciens cultivés, ou voire même d'incendies. La carpologie, maintenant, s'intéresse aux restes de fruits et de graines. Elle nous conte l'histoire de l'alimentation végétale du point de vue des espèces consommées, qu'elles soient sauvages ou domestiques, et des préparations culinaires. Elle retrace l'évolution de l'agriculture depuis la préparation du sol à cultiver jusqu'à la récolte, le stockage, la transformation des denrées. Elle permet enfin de comprendre les mécanismes de domestication des espèces et les modifications morphologiques et génétiques qu'entraîne leur sélection depuis le néolithique il y a 7000 ans. Enfin, la dendrologie étudie l'épaisseur et la densité des cernes d'arbres. J'espère que la photo n'est pas trop floue. Et reconstruit donc à l'échelle annuelle les modifications des paramètres qui déterminent la croissance des arbres, qui sont la température, l'humidité, l'ensoleillement. Ainsi, une largeur faible peut indiquer soit que nous sommes en présence d'un arbre qui pousse dans une futaie, c'est-à-dire avec une compétition importante entre les arbres,
soit une période de sécheresse. À l'inverse, une largeur de cerne importante peut désigner des arbres isolés ou en lisière, ou alors, au contraire, des périodes très ensoleillées et humides. Les informations concernant le climat qui sont obtenues et les modes sur le climat et les modes de gestion des forêts sont aussi, et c'est ça l'intérêt de la dendrologie, datés à l'année près grâce à la dendrochronologie. Voilà un petit peu rapidement brossé les différents outils dont l'archéologue et le paléoenvironnementaliste disposent pour reconstituer les climats du passé. Alors voyons un petit peu l'environnement des premiers hommes. L'ère quaternaire dans laquelle nous évoluons toujours se définit par l'apparition de l'homme. Elle est caractérisée sur le plan climatique par la succession de périodes très froides, dites périodes glaciaires, et de périodes plus chaudes, dites interglaciaires. Les disciplines qui participent à la reconstitution des climats au cours du quaternaire, généralement c'est des études de sédiments déposés par le mouvement des glaciers, vous connaissez les moraines glaciaires, des faunes, des flores, de la variation du champ magnétique terrestre, des isotopes, mettent en évidence 5 glaciations. Les noms qu'elles portent aujourd'hui sont ceux des affluents du Danube ou de la Vistule, où elles ont été remarquées. Depuis le début du quaternaire, il y a 5 millions d'années, la première glaciation qu'on appelle Donao est contemporaine de l'époque Pliocène et des tout premiers hominidés qui vivaient en Afrique. Au Pléistocène inférieur, il y a environ 1,7 million d'années, lui succède la glaciation de Gunz. Puis, il y a plus de 600 000 ans, le climat devient humide et chaud. C'est l'interglaciaire Gunz-Mindel. Alors, c'est facile pour retrouver les interglaciaires. Ils portent le nom des 2 glaciations qui les entourent. Donc, Gunz-Mindel, le Pléistocène moyen, voit la glaciation de Mindel ou Elster et l'interglaciaire Mindelris lui succéder. Jusqu'aux environs de moins 300 000 ans, c'est le Paléolithique ancien. Nos ancêtres peuplent alors divers continents et le Paléolithique moyen débute à une période de refroidissement qu'on appelle le Riss ou sahalien, à laquelle succède, il y a 130 000 ans, le réchauffement du Riss-Wurm. La dernière glaciation s'appelle le Wurm ou Véichélien, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Elle commence il y a 110 000 ans et à ce moment-là, c'est pendant la glaciation de Wurm, il y a 50 000 ans environ, qu'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne, s'installe en Europe. Pendant les phases froides, les glaciers recouvrent la quasi-totalité de l'Europe du Nord et les montagnes situées plus au sud, comme les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central. Donc vous imaginez que le glacier, la calotte glaciaire, descend grosso modo jusqu'à Bruxelles. Le niveau de la mer varie en fonction, bien entendu, de l'intensité de l'englacement. Ainsi, au moment du maximum glaciaire, il y a 18 000 ans, le niveau de la mer a baissé d'environ 120 mètres, laissant de nombreuses terres aujourd'hui englouties à sec. Non seulement on allait à pied en Angleterre, mais il n'y avait certainement pas à plonger à ce moment-là pour rentrer dans la grotte Cosquer au large de Marseille aujourd'hui. Les grandes époques se divisent aussi en, je vous l'ai dit, Pliocène, Pléistocène, l'Holocène, commencé il y a 12 millénaires, et j'allais dire l'Holocène, nous sommes toujours dans l'Holocène, sauf que depuis quelques années, un nouveau terme est apparu qui est l'Anthropocène. Ce terme a été proposé par le chimiste Paul Crutzen en 2000. Les travaux de Paul Crutzen portent principalement sur l'altération des couches d'ozone et il a décidé que depuis 1800, c'est-à-dire depuis le début de l'ère industrielle, on était entré dans une nouvelle époque puisqu'en fait le déterminisme total est dû à l'homme, et donc il l'a baptisé Anthropocène, et vous en avez peut-être entendu parler, parce que c'est quelque chose de largement débattu à l'heure actuelle. Sommes-nous toujours dans l'Holocène ou sommes-nous vraiment dans l'Anthropocène?
Mais à quoi sont dues au cours du Quaternaire les grandes variations climatiques, puisque à des époques quand même aussi reculées, l'homme ne peut pas en être responsable? En fait, ces variations sont dues à la position des continents sur le globe terrestre. Depuis les années 70, l'origine astronomique des grandes glaciations qui se sont succédées depuis 3 millions d'années est formalisée. C'est ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch. Peut-être certains d'entre vous la connaissent-elles. 3 paramètres qui varient dans le temps caractérisent l'orbite de la Terre. Ce sont les variations de l'excentricité, font que l'orbite terrestre varie tous les 400 000 ans environ, entre une ellipse légèrement aplatie et un tracé quasi circulaire. À ce cycle se surimpose une période de 100 000 ans. Deuxièmement, les variations de l'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de la Terre qui varie entre 22 et 25 degrés avec une périodicité de 41 000 ans. Troisièmement, la précession des équinoxes qui résulte du mouvement circulaire que décrit l'axe de rotation de la Terre autour d'un axe perpendiculaire au plan de l'écliptique, faisant un mouvement de toupie. Ainsi, à un moment de l'année, équinoxe de printemps par exemple, la Terre n'est pas toujours située au même point de son orbite et sa distance au Soleil varie avec une double périodicité de 23 000 et 19 000 ans. Cela explique la succession des périodes glaciaires et interglaciaires. En 1976, grâce à l'analyse spectrale, c'est l'analyse spectrale qui, à partir de cette théorie de Milankovitch, a montré que l'histoire des glaciations est rythmée tous les 100 000, 41 000, 23 et 19 000 ans. Alors, changement sur le long terme. Mais il faut ajouter des anomalies climatiques que l'on qualifie de rapides et qui ont duré de 10 à quelques siècles. Ces anomalies climatiques ont été mises récemment en évidence par la mesure du rapport entre les isotopes stables de l'oxygène 18 et 16, dans les carottes de glace du Groenland, et ont révélé des refroidissements rapides de 5 à 10 degrés en quelques siècles, suivis de réchauffements très rapides de quelques décennies. Ces anomalies sont appelées cycles de Dansgaard-Oeser, du nom de leurs inventeurs, et elles sont intervenues approximativement tous les 1500 ans. L'étude des variations de la composition isotopique des foraminifères planctoniques qui vivent dans les eaux de surface accumulées dans les sédiments marins ont pour leur part fait apparaître des coups de froid très intenses appelés événements de Heinrich. Pour chacun, que vous voyez ici, H6, H5, H4, c'est leur nom, pour chacun, il s'agit d'un refroidissement de moins 4 degrés qui arrive en moins de 10 ans seulement. Ils ont aussi une périodicité qui sont de 7 à 8 000 ans. Ces périodes froides sont causées par de fortes débâcles d'icebergs provenant de ce qu'on appelle l'inland sea sous la calotte polaire scandinave et canadien. Que se passe-t-il? La fonte des glaces ralentit la circulation thermohaline en produisant une réorganisation atmosphérique associée à une intensification des vents du nord et d'ouest. Alors, qu'est-ce que c'est que cette circulation thermohaline? Là, vous reconnaissez le Gulf Stream. C'est-à-dire que les eaux froides ont tendance à s'enfoncer, elles sont salées, elles s'enfoncent entre 1000 et 3000 mètres de profondeur. Arrivées sous les tropiques, que se passe-t-il? Elles se réchauffent, donc elles remontent à la surface, elles réchauffent, etc. Et puis arrivées dans le nord, hop, elles se refroidissent. C'est ce qu'on appelle souvent le phénomène de tapis roulant, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Au moment des Heinrich, la température du mois le plus froid a été d'environ 10 degrés plus basse qu'aujourd'hui, et les précipitations annuelles 2 fois moins abondantes. Un dernier événement similaire à un Heinrich, mais ce n'en est pas un, mais ça a eu les mêmes conséquences, a eu lieu au cours de l'Holocène il y a 8200 ans. Sa cause, en fait,
était la débâcle, enfin c'est pas une débâcle, c'est le déversement rapide d'immenses lacs d'Amérique du Nord dans l'Atlantique sous l'effet du recul de la calotte glaciaire qui recouvrait le Canada actuel à l'époque. L'apport massif d'eau douce dans l'Atlantique aurait ainsi fortement ralenti la circulation des courants marins qui tempèrent les climats en évacuant la chaleur de la zone intertropicale vers le nord, d'où une mini-glaciation en Atlantique Nord. On en reparlera tout à l'heure, puisque tout ça, c'est dû à la fonte de la chaleur polaire qui, on le verra tout à l'heure, paradoxalement, a pour corollaire ce ralentissement du tapis roulant, donc un abaissement du Gulf Stream et une arrivée d'air froid et donc une mini-glaciation sur l'Europe du Nord, c'est-à-dire sur la France aussi. Avant d'en arriver là, quelques exemples sur la coévolution entre les sociétés et le climat. La part de l'environnement et du climat dans les processus d'émergence, d'adaptation et d'extinction des espèces d'hominidés fait l'objet à l'heure actuelle de très nombreuses études. Grâce aux avancées récentes de la paléoclimatologie à haute résolution, nous savons que la période qui voit la disparition des Néandertaliens il y a 30 000 ans et le peuplement de l'Europe par l'homme moderne entre 50 000 et 20 000 ans est caractérisée par des changements climatiques abrupts et de courte durée. Ainsi, parmi la dizaine d'hypothèses concernant la disparition de l'homme de Néandertal et son remplacement par l'homme moderne, celle du changement climatique est aujourd'hui considérée comme plausible. C'est un groupe de chercheurs internationaux réunissant des archéologues, des climatologues, des anthropologues et des géologues, dirigé par Geert van Andel de l'Université de Cambridge, qui a monté en 1996 un projet qui s'appelle Stage 3, nommé d'après le nom de la période étudiée, qui est le stade isotopique 3, qui s'étend de 60 000 à 30 000 ans, BP. Alors quand je parle en BP, ça veut dire before present, ça veut dire avant 1950, parce que vous savez que Hiroshima a un peu changé les problèmes de carbone 14 dans les datations, donc on se calibre par rapport à une année de référence qui est le présent et qui est 1950. Le but était de replacer les mouvements des populations humaines dans les paysages et de déterminer les réponses humaines aux modifications environnementales. Les conclusions publiées par Francesco De Rico et ses collaborateurs en 2006 suggèrent que l'homme de Néandertal aurait disparu parce qu'il n'a pas su adapter sa façon de s'approvisionner en nourriture lors d'un refroidissement du climat. Il y a près de 40 000 ans, les conditions environnementales commencent à se modifier et se refroidissent vraiment il y a 30 000 ans. Les restes des animaux consommés et les résultats des analyses isotopiques sur les restes humains indiquent que l'alimentation des hommes, qu'ils soient néandertaliens ou qu'ils soient modernes à cette époque-là, était fondée sur les grands ongulés, cheval, rennes, bisons et cerfs notamment. Or, ces animaux vivent dans ce qu'on appelle des biotopes tout à fait particuliers et caractéristiques, tirant eux-mêmes leur alimentation d'une végétation steppique. Les formations végétales constituant la steppe tempérée sont les plus favorables à la présence de ces grands ongulés et par conséquent à celles de leurs prédateurs, les chasseurs du Paléolithique. Lors des périodes de refroidissement, l'augmentation du volume des glaces réduit l'étendue des régions présentant des ressources exploitables par les chasseurs, ce qui diminue la densité de population. Ce ne serait donc pas directement le froid qui serait la cause de la disparition des populations néandertaliennes, mais la raréfaction sur leur territoire des grands herbivores qui migrèrent, tout comme les hommes modernes, vers le sud à la recherche de steppes. Les Néandertaliens se sont cantonnés dans les zones refuges et très rapidement, ils ne disposèrent plus de la ressource animale nécessaire à leur survie et ils disparurent. Je vais maintenant vous parler des premières atteintes de l'homme sur le milieu. On va faire un petit bond en avant, puisque là on était quand même chez les Néandertaliens. On va arriver sur l'installation des premiers agriculteurs du néolithique il y a 7 millénaires, qui a effectivement pour conséquence la lente et progressive appropriation de l'environnement par l'homme. Dans le sud de la France, il y a 7 millénaires, les agriculteurs défrichent la forêt pour cultiver les céréales comme l'orge et le blé
importés du Moyen-Orient. Les éleveurs s'installent dans les grottes où ils parquent moutons et chèvres. Au néolithique ancien, il s'agit d'une agriculture itinérante, légère, surbrûlée et peu destructrice. Il suffit de mettre le feu à une parcelle forestière et de semer sans préparer le sol ni abattre les arbres. Mais peu à peu, ce qu'on appelle l'essartage, qui est une forme d'agriculture primitive qui ne suscite pas de travail de sol, mais implique l'abattage des arbres grâce à l'utilisation de la hache polie, va prendre de plus en plus d'importance et conduire à la destruction progressive, entre guillemets, de la forêt. Ce type d'utilisation de la terre a permis, dès le néolithique ancien, l'extension des cultures et des parcours pour les troupeaux. Lentement émergent sur un même territoire les bases de l'économie rurale avec ce qui deviendront plus tard ces trois composantes, l'agère, le saltus, la silva. C'est ainsi que les paysages du midi de la France se transforment. Ainsi, dans le sud de la France, la chênaie caducifoliée disparaît et laisse la place à des paysages végétaux façonnés par l'homme qui nous ont été transmis de génération en génération et que nous connaissons sous le terme de garrigue ou de maquis, mais qui ne sont rien de moins que des constructions humaines qui datent d'il y a plus de 8000 ans. Dans la moitié nord de la France, les néolithiques s'installent sur des terres limoneuses riches. Ils cultivent aussi l'orge et le blé, élèvent des bœufs, des porcs, même si la chasse aux cerfs et aux sangliers reste une pratique courante. Là encore, les défrichements sont importants, mais à l'époque, le climat et l'épaisseur des sols préservent un équilibre entre l'homme et le milieu. La chênaie est à son optimum, le chêne, l'orme, le tilleul abondent et coexistent avec des taillis constitués de nombreux arbustes et de noisetiers. Dès l'émergence de l'économie de production, l'homme devient un agent prépondérant de la biodiversité. Dans le midi de la France et les zones périméditerranéennes, les débuts des activités agro-pastorales et leurs conséquences sur l'environnement se remarquent peu. S'agit-il d'une exploitation équilibrée se situant dans la continuité de celle des derniers chasseurs-cueilleurs? Existe-t-il une phase d'adaptation au milieu de la part des néolithiques? Ou bien, comme certains indices pourraient le faire croire, le phénomène d'exploitation des terres est très rapidement incisif, mais encore sur des territoires restreints. Cette millénaire d'exploitation des terres nous amène malgré tout à nous demander si l'intervention de l'homme dans la production des gaz à effet de serre est bien une histoire récente. Rappelons au préalable que l'atmosphère est composée de 21% d'oxygène, de 78% d'azote, de gaz carbonique, de vapeur d'eau, d'argon, que les gaz dits à effet de serre responsables aujourd'hui du réchauffement de la planète sont le gaz carbonique qui fait naturellement partie de l'atmosphère, le fait de respirer produit du CO2, mais que l'utilisation des énergies fossiles fait augmenter ces taux très fortement. Je vous signale que la concentration en CO2 dans l'atmosphère est passée de 280 ppmv, c'est-à-dire partie en millions par volume, soit 1 cm3 par mètre cube à la fin du XVIIIe siècle, à 367 ppmv en 1999 et qu'en 2007, on en est à 376. Il y a le méthane. Le méthane est un très grave gaz à effet de serre qui est produit par la fermentation anaérobie de la matière végétale. L'estomac des ruminants, c'est ce qu'on appelle vulgairement le paix des vaches, et les rizières. Ensuite, nous avons le protoxyde d'azote, dont l'émission en partie naturelle provient de l'activité microbienne dans le sol. La part de l'homme, 15%, correspond aux combustions à haute température, qui sont aujourd'hui la circulation aérienne et automobile, les feux de biomasse et l'utilisation d'engrais azotés. Alors venons à l'encontre des théories actuellement diffusées, le paléoclimatologue William Rudiman émet l'hypothèse selon laquelle les premiers agriculteurs seraient, eux, les responsables, il y a 8000 ans, d'un réchauffement climatique suffisant pour éviter une entrée rapide dans une phase glaciaire. Son argumentation se fonde sur l'observation dans la carotte de glace de Vostok en Antarctique d'une augmentation des concentrations atmosphériques en oxyde de carbone
il y a 8000 ans et de méthane 3000 ans plus tard, alors que ces concentrations auraient dû être bien inférieures, et cela jusqu'au début de l'ère industrielle. Ces augmentations en oxyde de carbone et méthane auraient eu pour conséquence, donc dès le néolithique, un accroissement des températures de 3 à 4 degrés. Pour appuyer sa démonstration, il recourt aux cycles orbitaux de 100 000, 41 000, 22 000 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, et propose l'hypothèse selon laquelle l'agriculture et plus particulièrement les débuts de l'irrigation et les rizières en Asie du Sud il y a 5 millénaires seraient à l'origine de la production de méthane. Les agriculteurs et le déboisement intensif seraient pour leur part à l'origine de l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Vous pensez bien qu'à l'heure actuelle, cette théorie est extrêmement débattue par de nombreux chercheurs. Mais je voulais quand même vous la signaler. Revenons à nos néolithiques et regardons peut-être de façon plus précise comment les données de l'archéologie nous permettent de proposer des scénarios remontant à plusieurs millénaires. Alors, je voudrais évoquer ici les résultats obtenus sur la gestion du milieu par les néolithiques moyens dans la vallée du Rhône. Cet exemple a pour but de montrer comment, sous un climat que nous pourrions qualifier aujourd'hui de stable et clément, les premiers agriculteurs du néolithique il y a 6 millénaires modelèrent leur environnement par des pratiques agro-sylvo-pastorales et comment, de nombreux millénaires plus tard, les données environnementales, la plupart issues de l'archéologie préventive, nous permettent d'émettre des hypothèses sur ce qu'on appelle aujourd'hui la coévolution société-milieu. Le travail présenté ici est un travail en collaboration réalisé notamment par Claire Delon et Jean-François Berger, leurs collaborateurs. De 1994 à 1996, les fouilles financées par la SNCF sur le tracé du TGV Méditerranée en moyenne vallée du Rhône ont permis de croiser plusieurs approches archéo-environnementales. Les études conjointes des paléosols, des charbons de bois, des phytolithes et des coquilles de mollusques prélevées d'une part sur tous les sites archéologiques mis au jour, mais aussi dans des séquences un petit peu à côté dites séquences hors site, ont permis d'augmenter de façon considérable, comme vous le voyez sur cette carte, le corpus de données concernant le néolithique moyen et en particulier le complexe chasséen. Les données obtenues par les différentes analyses sur exactement les mêmes échantillons sont d'emblée apparues contradictoires. L'identification des charbons de bois de cette période montre une domination extrêmement importante des chênes à feuillage caduc. Le chêne caducifolié atteint ses proportions les plus importantes des 15 derniers millénaires, suggérant alors un environnement régional extrêmement forestier. L'analyse des phytolithes, autres marqueurs botaniques, des mêmes séquences, indique qu'il n'y a pratiquement pas d'arbres à cette époque. La végétation apparaît principalement comme herbacée. L'analyse pédologique en micromorphologie des sols noirs qui caractérise, que je vous remontre ici, qui caractérise cette période et qu'on le retrouve dans l'ensemble de la moyenne vallée du Rhône, montre qu'ils ont une structure de tchernozème, c'est-à-dire de sols de prairie, voire de sols stépiques. Les analyses malacologiques, donc les coquilles de mollusques, indiquent la présence de prairies xérophiles, c'est-à-dire de prairies sèches. Ainsi, de l'interprétation qui sera faite de ces données découleront des implications paléoclimatiques extrêmement différentes selon que l'on se place du point de vue de l'anthracologue, du pédologue, du phytolithicien ou du malacologue. Les résultats de l'anthracologie ont d'abord été interprétés en termes de chaîne et dense. Un tel milieu correspondrait alors au classique, mais de plus en plus contesté, optimum climatique atlantique, c'est-à-dire au développement sous un climat doux
qui, entre parenthèses, serait plus chaud que l'actuel, et suffisamment humide, d'une forêt primaire, dite en écologie, on appelle ça une forêt climatique, particulièrement dense. À l'inverse, les résultats des autres analyses suggèrent un milieu stépique, quasiment dépourvu de grands arbres, ce qui peut amener à se poser la question de l'existence d'une phase climatique stable, mais froide. Le croisement de l'ensemble des données permet de proposer une troisième hypothèse qui accorde une part importante aux effets des actions humaines dans la construction du paysage végétal. L'hypothèse de l'existence de formations anthropiques, c'est-à-dire façonnées par l'homme, associant des prairies pâturées et de faibles superficies cultivées à des chênes exploités pour leurs fruits, leurs bois ou leurs feuilles, dans un système économique agro-sylvo-pastoral a été proposée. L'existence de ces formations de physionomie savanoïde est cohérente avec ce que l'on sait des pratiques socio-économiques des néolithiques moyens. De plus, les homologues actuels de tels systèmes existent, notamment dans la péninsule ibérique où ils sont appelés DSAs. Ces formations sont connues pour être très riches en termes de biodiversité. Si le couvert ligneux est monodominant, constitué exclusivement par le chêne, la strate herbacée est très diversifiée et favorise l'installation d'un grand nombre d'espèces animales. Il s'agit de systèmes considérés comme s'inscrivant dans une logique de développement durable. Toutefois, il faut noter que leur pérennité est réelle à l'échelle humaine, car ces systèmes sont fondés sur l'exploitation d'arbres à durée de vie importante, mais relativement fragiles sur le long terme, car ne possédant aucune possibilité immédiate d'adaptation à un changement du milieu. Au bout de quelques dizaines d'années, en l'absence d'intervention humaine visant à favoriser les jeunes pousses et à les protéger de la dent des troupeaux, on se retrouve face à de véritables forêts fossiles qui ne subsisteront que tant que les arbres sur place seront en vie. S'agissant du chêne, cette durée de survie peut être longue, de l'ordre de plusieurs siècles. Pourtant, ces formations restent à la merci du moindre aléa climatique. Dès que l'équilibre est rompu, en particulier en cas de destruction des arbres, les sols s'érodent rapidement et ne garantissent plus la productivité du système. Un tel système agro-sylvo-pastoral est donc voué au collapse à plus ou moins long terme. Sa grande durabilité, de l'ordre au moins d'un millénaire, pendant le néolithique moyen, ne semble avoir été possible qu'en l'absence de perturbations climatiques, en l'absence d'incendies répétés à grande échelle et en l'absence d'épisodes de pluie concentrées et violentes. Cet exemple archéologique nous montre la nécessité de croiser plusieurs jeux de données de nature différente pour rendre compte de phénomènes plurifactoriels tels que l'évolution des écosystèmes ou des changements climatiques. Alors, vers quel réchauffement climatique allons-nous ? Au cours du premier millénaire de notre ère, s'il apparaît que les 4e et 5e siècles connaissent une période de relative stabilité climatique, il semble que la fin du 5e au 7e siècle, de nouveaux dérèglements hydrologiques soient responsables de la méconnaissance que nous avons de cette époque. De nombreux sites sont en effet emportés par les ruissellements. Une longue période de stabilité est identifiée ensuite entre le 7e et le 14e siècle. La qualité du sol et un climat particulièrement favorable contribuent à une succession de bonnes récoltes, en particulier de céréales, et au développement socio-économique de l'an 1000. Cette amélioration est connue dans la littérature paléoclimatique comme l'optimum climatique de l'an 1000, mais la période la plus chaude des 2 derniers millénaires pourrait être en fait centrée autour de l'an 500 de notre ère, selon les phases de plus grande activité du Soleil, les modèles astronomiques et comme le corroborent aussi les données archéo-environnementales issues des fouilles du TGV Méditerranée. Pour le Moyen Âge, les recherches permettent de mettre en évidence des changements à long terme de la variabilité du cycle des saisons.
L'enregistrement des données biologiques, géochimiques, historiques, comme la date des vendanges, permet de suivre de façon très précise les précipitations et la température saison après saison, année après année, et cela sur la quasi-totalité du dernier millénaire. Les variations climatiques remarquées au cours du dernier millénaire en Europe sont l'optimum climatique médiéval, daté entre environ 1000 et 1400, suivi de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a duré jusqu'en 1850. Au cours de l'optimum climatique, les conditions météorologiques étaient clémentes. La vigne poussait en Angleterre, comme en France, et les vignobles se développaient en Normandie, en Picardie. Ainsi, les données récemment acquises pour les Pays-Bas par Van Andelen et exposées en 2006 montrent que la décennie 1381-1390 a connu une température estivale moyenne de 17 degrés. 17 degrés, c'est exactement la même température estivale que nous avons obtenue pour la décennie 1991-2000. La décennie de 1991-2000 est considérée comme la plus chaude depuis le XIVe siècle. En fait, le contraste entre ces deux décennies, 1381-1390 et 1990-2000, se remarque dans la température hivernale moyenne, qui a été de 3,5 degrés entre 1991 et 2000, alors qu'elle est évaluée à 2,4 degrés entre 1381 et 1390. Si les conséquences de l'effet de serre se répercutent sur les températures depuis les années 90, ceci est à relativiser pour certains aspects, comme le contraste des températures moyennes d'été, qui égale celle de l'optimum climatique médiéval. L'archéologie et la paléoclimatologie indiquent, comme vous l'avez vu, que la stabilité du climat est un concept qui n'existe plus, si tant est qu'il a déjà existé. Au cours du temps, le climat n'a pas cessé de fluctuer au cours des millénaires et l'histoire des sociétés humaines témoigne de leur nécessaire et constante adaptation à ces variations. Depuis la révolution industrielle, de grandes quantités de gaz issus pour l'essentiel des énergies fossiles sont rejetés dans l'atmosphère, apportant une composition anthropique à l'évolution du climat planétaire. Si l'existence du réchauffement climatique est aujourd'hui admise par tous, ses causes et ses effets à court et moyen terme sont encore débattus. Ces dernières années, tous les modèles, là je vous fais figurer le rapport de 2007 de l'IPCC, tous les modèles, bien que construits de manière différente et dont les résultats ne sont donc, comme vous le voyez, pas toujours identiques, aboutissent néanmoins aux mêmes conclusions. L'homme modifie le climat dans le sens d'un réchauffement global de la planète. De plus, il démontre que l'influence humaine sera bien évidemment de plus en plus forte si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas. Comme vous le voyez, ces modèles prévoient d'ici à l'horizon d'un siècle que la température moyenne de la planète augmentera de 1 à 5 degrés à l'horizon du siècle et que les échanges d'eau entre la Terre et l'atmosphère vont s'intensifier, ce qui signifie qu'il va pleuvoir plus souvent et plus fort, qu'il y aura un réchauffement plus prononcé la nuit par opposition au jour, l'hiver par opposition à l'été, au pôle par opposition aux moyennes latitudes, sur les continents par opposition aux océans. Cependant, les prévisions locales ne peuvent pas être établies et c'est là une des limites de la modélisation climatique. Aujourd'hui encore, la question d'un déterminisme du climat ou de l'homme pour expliquer le réchauffement de la planète est posée. Si les archives glaciaires font apparaître l'existence évidente d'une corrélation entre l'évolution des températures et la concentration en CO2 dans l'atmosphère, la part des facteurs naturels et humains ne sont pas encore complètement déterminés. Selon certains chercheurs, si l'on suit l'histoire climatique de la planète, la période de réchauffement qui a commencé, je vous le rappelle, il y a plus de 15 millénaires, pourrait aussi s'achever. Souvenons-nous, il y a 20 ans, les températures des hivers 1984-1985 atteignaient entre moins 18 et moins 25 degrés à Paris,
et faisait craindre effectivement à cette époque un retour d'une glaciation. Jean Chaline écrivait dans un dossier de la revue Histoire et archéologie daté d'avril 1985 et consacré au climat de la préhistoire, une conclusion qu'il intitulait « Vers une nouvelle glaciation ». Et je le cite, disait « À voir la succession de ces fluctuations climatiques depuis 3000 ans, les phases de réchauffement, notamment les plus récentes, semblent durer un siècle et demi. S'il en est ainsi, on aborderait effectivement un refroidissement séculaire. Il ne faut donc pas oublier que l'homme a perturbé son écosystème par d'autres interventions que l'utilisation des combustibles fossiles, par la déforestation, les défrichements, l'érosion des sols, l'élevage, la construction de barrages, ce qu'on appelle l'eutrophisation des mers, c'est-à-dire l'arrivée des algues. Ces actions ont des répercussions sur ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire sur la capacité de réflexion d'une surface par rapport à l'énergie, par rapport à l'apport énergétique solaire. On ne sait pas pour le moment dans quel sens vont ces actions, dont certaines, mises à part l'effet de serre, pourraient se diriger en fait vers un refroidissement. La prudence s'impose donc concernant l'interprétation de toutes ces observations. La raison en est que la théorie des climats n'envisage pas les changements sur des périodes aussi courtes que le siècle ou même le millénaire. Si les hypothèses les plus récentes suggèrent que le réchauffement de la planète pourrait avoir pour conséquence paradoxale un refroidissement climatique rapide dans l'hémisphère nord, donc je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la fonte de la calotte polaire à laquelle nous assistons aujourd'hui a pour conséquence le rejet d'eau et va ralentir, c'est une des hypothèses qui est sur ce schéma de Jean-Marc Jancovici, donc ferait que le Gulf Stream aujourd'hui, les conséquences de sa déviation, c'est qu'il n'arrêterait plus les masses polaires et qui arriveraient directement sur l'Europe du Nord. Donc, si ces hypothèses suggèrent que le réchauffement de la planète pourrait avoir pour conséquence donc très paradoxale un refroidissement rapide du climat dans l'hémisphère nord autour de l'océan Atlantique à cause de la perturbation des grands courants océaniques et de la déviation du Gulf Stream, et que les simulations numériques montrent qu'une transition brusque est toujours possible, la date et les conditions de cet événement restent totalement inconnues. À l'heure du développement durable, de la quête des énergies renouvelables, cette recherche sur la longue durée nous éclaire pour savoir quelle nature nous voulons. Je souhaiterais en conclusion attirer votre attention sur cette question qui fut par ailleurs l'objet d'un colloque publié en 2003 sous la direction de Christian Lévesque et de Sander van der Leeuw. Cette recherche dans le passé nous montre que nos ancêtres connurent des périodes pendant lesquelles le climat était plus chaud que celui que nous subissons aujourd'hui et qu'ils surent s'y adapter, que les systèmes climatiques et écologiques ont varié depuis le début de l'humanité. Ainsi, notre désir collectif de revenir à un passé, à un supposé état meilleur du passé, est un Éden absolument impossible, comme l'énonce le géographe Jean-Paul Bravard. Il faut bien comprendre que l'état de nature jugé comme idéal et que beaucoup de gestionnaires souhaitent figer par une politique de protection rigide appartient en grande partie à la sphère des représentations mentales. Les géographes Morand posaient d'ailleurs dès 1971 cette question que nous considérons comme essentielle: faut-il conserver la nature ou la nature de l'homme? Nous avons vu, par les données issues de l'histoire de l'environnement, que les variations du climat ont eu une influence sur les comportements des sociétés humaines. Ce n'est que par le test de la vulnérabilité et de la résilience des sociétés passées, étudiées notamment par l'archéologie environnementale, que nos sociétés peuvent approcher des expériences vécues. Ainsi, les données acquises ces dernières années montrent comment la perception de l'environnement sur la longue durée permet de comprendre la coévolution société-nature et accepte de faire la part des acteurs et des facteurs dans l'évolution des environnements afin de mieux éclairer notre avenir. Merci beaucoup.